On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com. Le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons parler à la fois d'une grande tendance de la tech, à savoir les objets connectés, mais aussi de leur futur. Tous les détails, c'est dans le sommaire. On refait le Mac est partenaire du Hackathon Direct Énergie qui se tient les 22 et 24 novembre à la Cantine à Paris. Il oppose des équipes de développeurs pour créer une application en moins de 48 heures sur le thème des objets connectés. En marge de cette manifestation, nous allons faire le point sur cette nouvelle tendance de la tech. Les objets connectés sont-ils une mode ou un vrai créneau d'avenir? Quelles sont les dernières tendances à l'heure où Samsung et Apple miseraient plutôt sur les montres? À quoi va ressembler la maison connectée de demain? Toutes les réponses en compagnie des fondateurs de deux startups françaises, Fred Potter de Netatmo et Grégoire Gérard de Five, qui vont nous présenter leur dernière création. On refait le Mac, épisode 148, Objets connectés, l'avenir de la tech. On refait le Mac. Avec comme chroniqueur cette semaine en duplex de LCI, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. En duplex de Cognac G, en duplex de son bureau, parce qu'il a beaucoup de travail cette semaine. J'aimerais bien un jour venir en studio le faire. En plus, c'est pas comme si le studio était très loin. Non. Mais un jour, on y arrivera. Oui, même s'il faut faire l'émission le week-end. Le jour où on arrivera à ne plus devoir monter cette émission et pour la diffuser d'un seul trait en direct, on y travaille. Même si on peut nous suivre en direct et suivre les coulisses de l'émission, on vous prévient sur Twitter, soyez attentifs. Autre historique de la fine équipe dont on refait le Mac, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepúlveda-Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Bonsoir Olivier, et consultant en stratégie digitale pour les entreprises. Tu oublies chaque semaine de le dire, et je suis obligé de le dire à ta place. C'est bien, c'est pour à croire qu'il le fait exprès. Bah oui. Tu carbures à quoi ce soir Rodrigo? Dis-nous tout. Allez. Je cartonne aujourd'hui, j'ai pris une bouteille dans ma cave, magnifique. Ouais. Vous voulez que je la montre? Ouais. On y va? Ouais, je suis très inquiet. Vous êtes prêts? Ça se trouve pas partout, hein, quand même. C'est spécial pour vous ce soir. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, ce soir, il va être un peu moins inhibé. Je sais pas, on va voir. On vous le disait en préambule de cette émission. Mais je reçois tout à l'heure à la maison pour dîner le patron d'une très belle boîte californo-chinoise, Jacob Shu, qui a fusionné avec une boîte il y a 3 ans en Finlande. Et ils font de la R&D en mode as a service. Donc ça veut dire qu'on te rejoint très bien. Dès la fin de cette émission, on court vite chez toi pour manger, c'est ça? Non, ce soir je bosse, mais il a 1700 ingénieurs et moi je l'ai rencontré, ils étaient quelques centaines. Ça cartonne et ça y est, il vient de signer son très gros client français qui devient son plus gros client international. Donc voilà, je vous en reparlerai à l'occasion. C'est un peu grâce à toi. On vous le disait en sommaire, on refait le Mac est partenaire du Hackathon Direct Énergie qui aura lieu le 22 et le 24 novembre prochain à la Cantine à Paris. 12 équipes de développeurs vont s'affronter pour créer en moins de 48 heures une application sur les thèmes des objets connectés et se partager un prix de 15 000 €. Ils vont utiliser certains objets connectés des partenaires de la manifestation. C'est le cas de Netatmo et Oli. Nous avons donc demandé aux fondateurs de ces deux startups françaises de nous rejoindre ici en plateau dans le studio de Tech TV pour nous présenter leurs objets connectés et de faire un point sur les tendances du moment et dessiner ensemble la maison de demain. Donc en plateau avec nous ici dans le studio de Tech TV, Frédéric Potter de Netatmo. Bonjour Frédéric. Bonjour. Netatmo, c'est vraiment une jeune pousse française créée il y a 1 ou 2 ans seulement? Alors Netatmo créé en 2011. Premier produit sorti il y a un peu plus d'1 an, donc la station météo en août 2012. Et le thermostat qu'on vient de sortir le 26 septembre et qu'on vend depuis vendredi dernier. Et Frédéric, vous êtes un récidiviste puisque les objets connectés, vous connaissez bien, puisqu'auparavant, vous aviez participé à une autre aventure en matière d'objets connectés? Alors tout à fait. D'abord, pendant 12 ans, j'ai fait de la téléphonie sur IP. On en reparlera peut-être, mais c'est le premier objet connecté qu'on a eu chez nous, c'était peut-être le téléphone. Et puis après, j'ai participé à la création de WeThings. WeThings, qui est le grand spécialiste des objets connectés plutôt autour du bien-être et de la santé, avec les personnes notamment. Autre invité qui nous a rejoint ici dans le studio de Tech TV, il s'agit de Grégoire Gérard, le patron de Five. Bonjour Grégoire. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors ta spécialité, toi, c'est plutôt les lampes connectées, on va en parler dans un instant, et tu as apporté avec toi la petite lampe connectée Oli, fabrication française, du moins invention française. Tout à fait. Donc Oli, on fait de l'éclairage connecté. L'idée, c'est de
changer la façon dont on perçoit l'éclairage et pouvoir le customiser au gré de ses moments dans la journée. Ouais. Et donc c'est une boîte qu'on a créée il y a 1 an. Et le produit... Qui est basé à Lyon. Nous sommes à Lyon, effectivement, souvent à Paris, comme aujourd'hui. On est désolé. Et donc on vient de sortir le produit dans le commerce et distribué dans les Apple Store depuis le 6 novembre. Alors avant de dessiner ensemble la maison connectée et avant de nous présenter en préambule vos différents objets que vous amenez ce soir et que vous fabriquez aujourd'hui, un point sur cette tendance très française des objets connectés. S'il y a une filière française, il y a beaucoup d'acteurs et c'est tant mieux, c'est plutôt rare dans la tech que les Français sont en pointe systématiquement comme ça. Citons WeThings, on l'a dit, citons Sense, Parrot, Netatmo, Fi5. Depuis, je dirais, les premiers objets connectés dans la lignée de ce qu'avait fait notre ami Raphaël Adjan, qui avait fait cette émission il y a quelques mois avec son Abastag, il y a comme ça une filière française. Comment expliquer cet engouement en France autour des objets connectés? On va commencer par Fred. Alors, je dirais que historiquement, on a, je reviens là-dessus parce que c'est important, le premier objet connecté qu'on a eu chez nous, c'est la box. Qui est dans la box ADSL, la box ADSL, le modem des opérateurs Internet. Qui c'était il y a exactement 10 ans, c'était en août 2003, le lancement de la téléphonie gratuite et illimitée chez Free, et ça a été la première expérience de découverte des Français autour du multiservice via Internet, et ce qui fait que toujours aujourd'hui la France est très très en avance dans la pénétration de la DSL, du Wi-Fi et des box multiservices chez les particuliers. Parce que ça a généralisé en un temps record les réseaux Wi-Fi en France, alors que dans les pays étrangers, ce n'était pas forcément aussi évident. Alors le Wi-Fi et surtout le côté multiservice, c'est-à-dire que les consommateurs ont pris l'habitude d'attendre de leur box autre chose qu'un accès à Internet pour ces ordinateurs, mais le téléphone, la télé, la musique et toutes sortes de services. Et donc avec des offres de très bon marché, puisque pour avoir une box à 30 €, ça coûte 120 $ aux États-Unis. Et donc les Français ont eu, je dirais, avant les autres, la possibilité de goûter à cet aspect multiservice. C'est ce qui nous a permis, avant les autres, de lancer, on va dire, les étapes d'après, c'est-à-dire la connexion des objets ordinaires. Et on peut penser que les boîtiers ADSL et que les opérateurs Internet ont encore leur mot à dire pour justement vulgariser un peu plus ces objets connectés, mais n'allons pas trop vite, je crois qu'on aura le temps d'y parler durant cette émission. Grégoire, comment es-tu venu à développer des objets connectés et comment tu peux expliquer cet engouement, ce nombre d'ingénieurs, de start-up autour de ce marché émergent et qu'on espère d'avenir? Ouais, moi je parlais des designers, moi je suis designer, donc je vais prêcher pour ma paroisse. Et un non-ingénieur dans cette émission, oui, ça fait du bien. Non, ce qui est intéressant, c'est que depuis, on a les plateformes Arduino qui sont apparues il y a 4-5 ans. Les plateformes, pardon. Arduino, il faut que tu expliques. Alors, l'électronique, c'est un truc un peu compliqué, et il y a des Italiens qui ont inventé il y a 4-5 ans une petite plateforme électronique qui permet à tout à chacun, avec un petit peu de notion d'électronique et de programmation, de créer des objets interactifs. Alors ça a donné lieu à des pléthores de projets, tous plus ou moins délirants. Et dans les écoles, aujourd'hui, les étudiants en design se forment en fait à ce genre d'objets et ça leur permet d'appréhender beaucoup mieux l'électronique et la partie numérique. C'est une base de travail en clair. C'est une base de travail, voilà. Et donc moi, je viens de cet univers-là, sauf que là, avec Oli, ce luminaire connecté, on est passé à la vitesse supérieure parce que c'est un produit avec de l'électronique industrialisée, ainsi de suite. Mais à la base, ça permet d'expérimenter. L'idée, c'est quand on crée un produit, on fait des protos, on teste ça auprès d'un public, on a des retours d'utilisateurs. Et le fait de pouvoir maqueter assez rapidement, quand on est designer, quand on a cette inspiration, au-delà de faire un dessin, je fais un proto fonctionnel. Et là, c'est intéressant d'avoir ces retours et de pouvoir affiner finalement la vision qu'on en a. Donc c'est comme ça qu'on a créé ce luminaire, c'est en parlant avec des gens, en faisant des prototypes, en les faisant tester, et voilà, 1 an plus tard, on est arrivé à... On a défriché le marché comme ça. On va parler dans un instant du Oli, donc la lampe connectée de Fi5, mais on va commencer par Fred et les produits qu'il nous a amenés ce soir. La première aventure donc, de Netatmo, c'est une station météo. Alors tout à fait, la station météo, c'était un bon candidat à la réinvention autour de l'Internet et du smartphone. C'était des objets qui étaient tout à la fois vendus en grand nombre, parce que c'est quand même un marché important, dans lequel l'offre n'était pas au niveau. C'est-à-dire que le client Apple avait peut-être du mal à aller acheter une station météo parce qu'il ne retrouvait pas d'objets qui lui ressemblent. Et puis surtout, accessoirement, il y avait beaucoup d'applications de météo, mais qui n'offraient pas un niveau de détails suffisants par rapport à ce que proposait une vraie station météo qu'on installe chez soi à la maison. Tout à fait, je dirais l'application météo, elle vous donne de la prévision, elle ne vous donne pas l'observation du confort que vous avez chez vous. La prévision, c'est large, c'est pas forcément dans votre appartement ou à proximité. Exactement, et surtout chez vous, c'est-à-dire les gens achètent des stations météo, pourquoi? Pour 2 choses.
pour savoir le confort qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait humide, est-ce que la qualité de l'air chez moi est bonne, puisque notre produit mesure la qualité de l'air intérieur, ce qui est une fonction très importante. Et ils veulent mettre un capteur dans leur jardin pour savoir la température qu'il fait en dehors de chez eux pour planifier leurs activités, qui n'est pas toujours la température de la masse d'air que vous donne Météo France. On le voit maintenant qu'on a des cartes à très grande définition grâce à nos clients, qu'il y a de grands écarts finalement entre la température qu'on ressent dans la rue quand on vit en ville et la température de la masse d'air, telle que la remonte Météo France. Et alors concrètement, ça marche comment? On va les montrer à la caméra. Il y a quoi? Il y a un émetteur et un récepteur, c'est ça? Alors il y a deux modules. C'est assez joli, hein, c'est bien dans le design assez épuré de ce que propose notamment Apple, pour ne pas les nommer. Mais donc tu disais, Fred? Alors il y a donc deux objets. Le grand, il se met à l'intérieur. Ouais. Il mesure la température, l'humidité, la qualité de l'air intérieur. Il a un sonomètre donc pour mesurer le confort acoustique, la pression. Enfin, donc ça va au-delà de la météo, et la qualité de l'air, ça va bien au-delà de la météo. En clair, il vous dit quand est-ce qu'il faut ouvrir les fenêtres. Il dit quand est-ce qu'il faut aérer chez soi, parce qu'aujourd'hui on passe 80% de notre temps à l'intérieur des bâtiments. Et au fur et à mesure que l'isolation des bâtiments s'améliore, eh bien la qualité de l'air est souvent de moins en moins bonne. Et donc cet appareil mesure le confinement et donc vous incite à aérer lorsque la qualité de l'air se dégrade. Et cet autre module donc, se place à l'extérieur et va remontrer les mêmes paramètres à l'extérieur. Si on a une grande maison, on peut aussi placer des modules comme ceci dans différentes chambres. Donc on a acheté plein, c'est voilà, exactement. C'est bien vu ça. On a une grande partie de nos clients qui, d'ailleurs, après avoir acheté une station, se disent mais c'est vachement intéressant, la qualité de l'air dans les différentes pièces de la maison, et qui rachètent des modules. Et ça se connecte comment, en réseau Wi-Fi, en Bluetooth? Ça se connecte en Wi-Fi à la box. Pour qu'on puisse accéder. Donc là, on comprend mieux ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance du développement des box ADSL. Exactement. Tout le monde aujourd'hui a une box Wi-Fi. Mille excuses, Cédric, Rodrigo, je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de l'émergence comme ça des objets connectés en France et puis l'initiative de Netatmo? C'est normal, vous avez oublié un des papas, hein. Vous avez cité Raphaël Adjian et Xavier Niel pour Free. Faut pas oublier le troisième papa des objets connectés en France, parce que la France a le champion du monde du Bluetooth, c'est Parrot, c'est doux. Voilà, qui fait des choses absolument remarquables et de plus en plus diversifiées avec le drone. Moi, j'ai depuis un mois un autoradio Android Parrot dans ma voiture, c'est absolument remarquable. Enfin, c'est un rêve, quoi. Moi, j'avais une question pour Fred Potter. Est-ce qu'il communique un tout petit peu sur ses chiffres de vente, ou est-ce qu'il peut au moins nous donner une idée de la distribution de ses ventes dans le monde? Est-ce que c'est un truc totalement franco-français, ou est-ce que ça s'exporte? Alors aujourd'hui, on fait 15% de notre chiffre d'affaires en France. 85% à l'export. Donc Apple nous vend le produit dans les Apple Store du monde entier, donc y compris Japon, Australie. On est chez Brookstone aux États-Unis, chez MediaMarkt en Allemagne, donc partout dans le monde. Très bien. Rodrigo, une petite remarque sur l'engouement en France sur les objets connectés. Tu regardes ça comment? Quelle est ton opinion par rapport à cela? J'adore. On en a souvent parlé, on a souvent présenté des objets rigolos et qui viennent de nulle part sur Kickstarter. Il y a 3 phénomènes probablement qui ont permis l'émergence de ce type de produit. Le premier, c'est les puces radio que l'on peut mettre sur n'importe quel objet à très bas coût. On peut communiquer pour, tu vois, quelques dollars ou voire moins. Donc on peut permettre à tous ces objets de communiquer soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. La deuxième chose, c'est l'écran des portées de contrôle. On utilise aujourd'hui un smartphone pour contrôler tous ces objets. Ça n'existait pas avant l'iPhone, et on va dire il y a 4 ou 5 ans. Et la troisième chose, c'est l'utilisation massive de smartphones par la population. C'est pas réservé à quelques happy few qui auraient un écran déporté, c'est vraiment pour tout le monde. Ces 3 choses-là ont fait que on devient extrêmement créatif sur des objets connectés et on invente tout type d'usage. Vous vous souvenez, moi je vous avais présenté en coup de cœur une brosse à dents Wi-Fi qui vous permet de partager avec vos amis si vous brossez les dents bien comme il faut. Mais il y a toutes sortes d'applications complètement farfelues, voire très utiles. On parlera des ampoules Hue par exemple, c'est très rigolo. Moi j'aime bien. Alors pourquoi en France? Je ne sais pas trop. Peut-être parce qu'on a des ingénieurs extraordinaires, peut-être parce que on est très créatif en ce moment, peut-être parce qu'il y a des initiatives comme la Alfred Ciné, comme 101 Startup, comme Kima Ventures et tout ça. Je sais pas, mais tant mieux. Tant mieux. En termes de prix, c'est à quel positionnement aujourd'hui par rapport à une station météo classique?
169 €, c'est-à-dire au milieu de la galaxie des stations météo, puisque c'est un rayon dans lequel il y a vraiment tous les prix. Ouais, sauf que il est possible de la mettre à jour, de la faire évoluer, et peut-être d'autres fonctionnalités vont arriver dans quelques mois. Alors oui, bien sûr. C'est un produit qui évolue de manière logicielle, c'est-à-dire que nos clients qui ont acheté le produit il y a 6 mois, il y a 1 an, continuent à bénéficier de mises à jour régulières, de nouvelles fonctionnalités qui sortent. On a sorti une web app régulièrement pour ceux de nos clients qui souhaitaient consulter les données depuis autre chose que leur smartphone, voilà, et l'ensemble du parc de clients en profite. Bien, et donc ça c'était le premier lancement de Netatmo, donc la station météo, et puis est arrivé tout récemment, il y a quelques semaines, le premier thermostat connecté Made in France, designé par Stack. Tu peux montrer la caméra? Tout à fait. Donc on a réinventé le thermostat avec ce produit-là. Alors c'est un produit, on a beaucoup réfléchi et longuement hésité avant de le faire, parce qu'il y a d'autres sociétés qui font des thermostats connectés, et on n'aime pas, on va dire, on n'est pas là pour venir faire concurrence à des gens qui font déjà bien leur travail. Et donc on a vraiment regardé ces objets thermostats en disant qu'est-ce qu'on peut apporter à ce marché. Est-ce que les objets qui sont déjà sur le marché sont parfaits? Et on en est arrivé à la conclusion que non, et qu'on pouvait faire un produit très différenciant et très intéressant autour du thermostat. Alors concrètement, comment ça marche? On branche ça sur quoi? Sur un climatiseur, sur une chaudière, sur un chauffage électrique? Alors le thermostat Netatmo fonctionne sur les chaudières à gaz, à fuel. Gaz, fuel et bois, c'est-à-dire en remplacement de tous les thermostats, ce qu'on appelle 2 fils ordinaires. Il ne fonctionne pas sur le chauffage électrique et il ne fonctionne pas sur les systèmes de climatisation américains. Alors est-ce qu'il y a des évolutions qui vont permettre à ceux qui sont équipés en appartement, par exemple de chauffage électrique ou de chauffage central, d'avoir ce type de solution? Alors aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Donc aujourd'hui, on se consacre tout d'abord au marché gaz, fuel, bois. En France, c'est 15 millions de logements. C'est 2,5 fois ça en Allemagne. Donc c'est un marché considérable. Le chauffage électrique, et on voit plein de difficultés à ce marché, donc c'est pas prévu. Donc ça s'achète, ça se trouve où sur le... Alors ça se trouve sur notre site web. Ça se trouve à partir du 29 novembre à la Fnac. Ou chez Castorama. Ça va coûter cher? 179 €. Ouais. Alors concrètement, c'est facile à installer ou il faut mettre un peu la main à la pâte? C'est pas encore plug and play, il n'y a pas de prise USB ni de carte Wi-Fi sur les chaudières. Alors tout à fait, on a pris grand soin justement d'analyser, de travailler pour la simplicité d'utilisation. En fait, le même produit, donc le thermostat Netatmo, s'applique aux 3 situations que l'on trouve dans le marché, c'est-à-dire les clients qui ont déjà un thermostat filaire au mur. Donc il n'y a qu'à le remplacer. Voilà, il n'y a qu'à le remplacer. Donc ils peuvent aller sur notre site web et vérifier qu'en retrouvant leur thermostat dans l'annuaire géant de tous les thermostats vendus en France qu'on a fait, retrouver leur modèle et donc se faire confirmer qu'ils peuvent bien le remplacer. On a aussi aujourd'hui une grande partie de clients qui ont déjà des thermostats sans fil. Et donc le même produit peut aussi remplacer les thermostats sans fil, avec toujours le même principe pour vérifier la compatibilité. Et troisièmement, les clients qui ont des chaudières sans thermostat et qui souhaitent donc à la fois bénéficier du thermostat qui leur permet d'améliorer leur confort et de tout ce qui est lié au thermostat pour smartphone, c'est-à-dire la connexion à distance, la programmation facile. Et pour ça, pareil, on a fait l'annuaire de toutes les chaudières. Donc on n'a qu'à suivre le mode d'emploi sur le site. Exactement. Cédric, ça t'inspire quoi cette initiative de nouveau française qui dessine la maison de demain? On sait qu'aux États-Unis, il y a eu des initiatives du côté de Tony Fadell, le papa de l'iPod, qui a créé sa propre entreprise, Nest. J'ai créé Nest, oui, absolument, mais là aussi, c'était un truc totalement inadaptable. En France. C'est bien, et moi j'ai appris, parce qu'on va pas se mentir, de toute façon, tout le monde le sait, moi j'ai fait un plein écran avec Fred Potter, avec la démo de comment on branche ça, la chaudière, etc. Pardon? Rien ne se perd, tout se recycle, Cédric. Évidemment. Moi, ce que ça m'a appris d'abord, c'est qu'il y a une sorte d'interface unifiée sur les chaudières dans ce pays. Ouais. J'imagine que ça doit être à peu près pareil à l'échelle, en tout cas de l'Europe. Ce qui permet justement de brancher des thermostats intelligents, enfin de changer le thermostat de sa chaudière. Alors, Fred te l'expliquera, il y a plusieurs façons de le faire. Enfin, tout ça est vachement bien foutu et dans un design intéressant. C'est bien parce que
mon concept de l'objet intelligent, c'est ça. C'est un objet simple qui fait peu de choses, mais qui les fait bien et de manière simple et transparente. C'est-à-dire, c'est pas simplement pour régler la température, hein, c'est intelligent, c'est-à-dire qu'il peut prévoir, suivre tes habitudes et en fonction de tes habitudes, déclencher ou pas le chauffage parce que tu n'es pas là, le déclencher à distance, bien sûr. Si mes souvenirs sont bons, on n'en est pas là. Tu peux planifier déjà ce genre de choses, tu n'en es pas encore au moment où le système apprend de tes habitudes. Mais justement, ça aussi, ça peut évoluer parce que le reste, c'est que du software. On a déjà des machines qui font tout, ça s'appelle des tablettes et des smartphones et des ordinateurs. C'est bien, parce qu'on pourrait avoir un système, tu vois, sorte de boîte noire que tu colles sur ta chaudière et où tout se passe sur ton smartphone. Mais garder un objet physique qui garde sa fonction déterminée et qui en plus peut s'intégrer dans la maison, soit au mur, soit sans fil, etc. Je trouve ça quand même à la fois normal et intelligent. Ouais. Rodrigo, cette initiative, tu en penses quoi? On sait que voilà, il y a un marché énorme, hein, là on le voit bien, le nombre de chaudières en France notamment et dans le monde, pour équiper toutes les maisons et les maisons connectées de demain. J'en pense déjà que mon syndic, ça fait 2 ans et demi qu'ils doivent changer la chaudière chez moi. Voilà, le message est passé, merci Rodrigo. Plus sérieusement, j'avais vu des pitchs à ce sujet il y a quelques années de gens qui faisaient des maisons connectées. Il y a plusieurs marchés. Il y a le marché de la construction neuve, il y a le marché de l'équipement, et puis il y a le marché du renouvellement. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de ce truc-là. C'est pas forcément la première chose à laquelle je penserais, de me dire je vais équiper ma chaudière par une chaudière connectée. En revanche, je crois savoir qu'EDF a fait un compteur de relevé. Si on peut découper la facture EDF en se disant qu'est-ce qu'il consomme en fait chez moi plus qu'autre chose et commencer à le découper en détail, ça commence à devenir extrêmement intéressant pour gérer la facture énergétique d'une maison. Et là, on regardera beaucoup plus en détail en fait comment est-ce qu'on peut optimiser ou pas. Sur le même principe que Mint, hein, si vous vous souvenez, c'est cette boîte qui analysait vos relevés bancaires et qui vous disait tiens, si vous passiez chez tel ou tel prestataire, vous paieriez moins. C'est comme ça qu'ils faisaient de l'argent sur la réco et sur l'apport de lead. Et effectivement, si EDF me disait, parce que c'est leur obligation légale de faire économiser de l'énergie, me disait tiens, vous consommez tel pourcentage chez vous, par exemple en énergie, par rapport à la moyenne dans votre zone, c'est plus. Et de ce que l'on voit, c'est que c'est votre chaudière qui consomme le plus, et vous pourriez réduire votre facture en achetant tel machin. On pourrait inventer plein de solutions de financement de nouvelles chaudières, en leasing, en je sais pas quoi, en prêt. On parle beaucoup d'échanger, etc. En ce moment d'économie, d'énergie. Voilà, c'est la crise et il faut passer par là. Quelle est la réaction des opérateurs d'énergie, que ce soit EDF ou Direct Énergie, le partenaire d'Hackathon, à l'arrivée de ce produit? Donc aujourd'hui, il y a une demande sociétale pour piloter son chauffage depuis le smartphone. Il y a eu une étude qui est sortie cet été d'un grand cabinet de conseil où, lorsque l'on pose la question aux Français, souhaitez-vous piloter votre chauffage depuis votre smartphone, on en a 30% qui répondent oui, alors que pour autant, jamais personne ne l'a vu faire. C'est-à-dire que au-delà, c'est pas juste piloter son chauffage, il y a une finalité à tout ça. Piloter son chauffage, ça sert à deux choses. Ça sert à éviter de chauffer les locaux vides. Par exemple. Quand même donc éteindre ou allumer son chauffage à distance avec son téléphone, tout simplement. Donc ce qui est quand même une source d'économie d'énergie, parce qu'on parle de rénovation du bâtiment, d'investissement lourd, mais déjà cesser de chauffer les locaux vides, parce qu'on appuie sur un bouton ou parce que le GPS du téléphone a détecté que vous étiez loin de chez vous et a décidé de couper la chaudière. Il est capable d'apprendre nos habitudes en disant voilà, il se réveille à 7 h, donc je monte le chauffage à 7 h, il se couche à 21 h. C'est prévu ce genre d'évolution. Si on rentre dans le produit précisément autour de l'apprentissage, comment il fonctionne, nous, à l'installation, on pose 5 questions à l'utilisateur et en 5 questions, on prévoit sa routine de la semaine. C'est-à-dire, on va lui demander à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, est-ce que les enfants rentrent de l'école à la maison. Donc 5 questions simples et en fonction de ça, on fait une routine qui est déjà capable de vous faire économiser jusqu'à 25% d'énergie. Donc c'est tout à fait important. Et ensuite, ce que l'on apprend, le produit effectivement apprend, et il apprend votre maison. Donc il regarde la manière dont votre chaudière chauffe, il regarde la manière dont l'énergie sort de votre maison, et il va s'adapter aux habitudes qu'il vous a demandées et à la manière dont votre maison réellement donc c'est pas juste pour dire waouh, regardez, j'ai un objet, j'ai un thermostat Wi-Fi, parce que c'est du Wi-Fi. Il y a une vraie économie, il y a une vraie motivation derrière, il y a un vrai progrès, je dirais, en termes d'utilisation. Alors effectivement, il y a aussi, moi, ma femme avant descendait au rez-de-chaussée pour monter le chauffage quand elle avait froid. Maintenant, elle le fait depuis son lit et elle est très contente. Grégoire, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative? Concrètement,
concrètement, lorsque tu as développé cette lampe connectée, ce luminaire, il n'y a pas forcément aujourd'hui une infrastructure électrique connectée. Hein. Ouais. Est-ce que tu discutes justement avec des fabricants de prises, avec des opérateurs énergétiques pour qu'ils se penchent sur la nécessité de mettre des tableaux électriques, de mettre des compteurs? On est loin de ça aujourd'hui, même s'il y a des acteurs qui existent aujourd'hui, même des Français notamment. Ouais, c'est compliqué. Et puis Rodrigo l'a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui l'infrastructure d'une maison peut être compliquée. On peut le prévoir dès le départ quand on construit une nouvelle maison. Ce qui est loin d'être le cas. Ce qui est loin d'être le cas. Voilà. Moi, je crois plus à des objets. Faut aussi être dans l'innovation. On voit que là, depuis 4-5 ans, voilà, des nouveaux objets sortent. Tous les ans, il y a une nouvelle boîte qui apparaît. Nous, on fait des lumières. Fred, il fait tout ce qui est Weather Station. Je crois qu'il faut y aller par petites touches. Hein. Je crois aussi qu'il faut se mettre à la place du consommateur, de se dire, voilà, je reçois des petites doses d'innovation tous les ans. Et avant d'aller jusqu'à un système global qui me gère toute ma maison, il faut essayer de penser par usage et par tranche d'usage. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps des images de l'INA, le site de l'histoire de la vidéo. National de l'audiovisuel. Oui. Voilà, exactement. Et tu retrouves des vidéos de la maison connectée avec le cerveau de l'an 2000. Voilà, c'est ça, c'est la maison de l'an 2000. Où en gros tu arrives, ta porte s'ouvre toute seule, ta voiture est mouillée, elle te la sèche, ta climatisation est automatique. Je crois c'était un peu l'erreur de la domotique à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui il faut essayer de se centrer sur des usages bien particuliers. Nous on est plutôt dans l'éclairage. De là à dire que maintenant on va faire un système tout centralisé de son éclairage, ça va venir. Mais c'est l'avenir de la maison connectée. Hein. C'est l'avenir. Ce système centralisé qui veut que tous les différents opérateurs qui fournissent en énergie, en Internet, en téléphone mobile, que sais-je, se mettent d'accord autour de normes qui permettent aux différentes startups que vous êtes de produire des produits qui soient interopérables d'une marque à l'autre. Ouais, mais la règle, c'est aussi des produits qui ne soient pas invasifs au sens de l'usage. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu as envie d'avoir un objet, voilà, tu commandes ta maison, c'est pas tes objets qui commandent ta maison. C'est important comme notion, c'est tu restes maître à bord et l'objet n'est là que pour t'assister et t'aider. Alors avant de dessiner ensemble, oui Fred, un petit mot peut-être. C'est assez compliqué de vendre un truc qui fait tout en fait. Aujourd'hui je pense pas, je pense que c'est structurel parce que la promesse de la domotique, je vais tout faire dans ta maison, c'est très compliqué parce qu'on se dit, oulala, mais comment je vais l'installer, etc. Nous on le voit, quelque chose de simple, je vais gérer ton éclairage, je vais gérer ton chauffage, je vais mesurer ton confort chez toi. C'est des propositions de valeur qui sont hyper compréhensibles et qui font que les clients achètent ces objets. Alors qu'ensuite, quand on ait acheté ces objets en rentrant, on va dire, que ce soit par la lumière ou que ce soit par le thermostat, qu'ensuite ils se parlent entre eux pour proposer des nouveaux services parce qu'il se trouve que vous avez acheté différents objets du même constructeur ou de constructeurs différents, c'est un plus. Mais ce n'est pas ça qui les fait vendre. Ouais. Il ne s'agit pas de trouver un acteur unique, hein, mais à terme, il y a quand même quelques normes qui garantissent aux consommateurs une lisibilité sur l'investissement à long terme. Mais n'allons pas trop vite dans le déroulement du débat. Un petit mot… Olivier, deux commentaires. Oui, Rodrigo. Vas-y. On a beaucoup insisté sur la simplicité d'utilisation. Je voudrais faire 2 commentaires à ce sujet. Je vois beaucoup à la télé en ce moment, par exemple sur BFM, des pubs pour Direct Énergie. La proposition de valeur semble extrêmement simple. Réduisez votre facture énergétique en changeant d'opérateur. Je le fais pas. Je devrais. Je le fais pas et je sais pas pourquoi je le fais pas. J'ose pas, ça m'embête. Ça te semble compliqué peut-être. J'ai pas envie de prendre mon téléphone, faire le call center, le machin, le truc. Alors qu'on sait tous qu'il y a des offres moins chères. Et si c'était le cas, Direct Énergie serait un énorme succès financier. Moi, la dernière fois que j'ai vu des chiffres, alors je sais pas, hein, mais la dernière fois, ils gagnaient pas vraiment d'argent, ils faisaient du gros chiffre d'affaires, mais ils gagnaient pas d'argent. Donc, il y a une barrière à l'optimisation énergétique par le consommateur, et la plus simple, c'est juste de changer d'opérateur, et on le fait pas. Donc, changer ensuite chacune des machines chez soi, optimiser chez soi, à mon sens, ça ne marchera que si on est pris par la main complètement, et on n'a quasiment rien à faire. Mon deuxième commentaire est à la prolifération des objets connectés dans une maison. On a de plus en plus de machines connectées à Internet. Alors en France, on a la chance d'avoir des box qui ont un Wi-Fi intégré. Dans les autres pays, il faut avoir un routeur Wi-Fi. Et je sais pas, j'ai pas compté chez moi, mais je dois bien avoir 20 ou 25 machines connectées entre les amplis, les pré-amplis, les C'est-à-dire qu'on arrive à la limite de ta Freebox, c'est ça que tu es en train de dire ? Non, pas encore. Mais consoles de jeux, les ordinateurs, enfin il y a un peu de trucs partout. Je sais pas si c'est accessible à tout le monde de connecter tout ça. Et quand je regarde par exemple comment connecter des ampoules U,
de Philips, c'est pas si simple. Tu vois, tu branches une ampoule, après il faut aller sur le routeur, enfin le bridge là qui est là, appuyer sur un bouton, puis il y a toute une procédure à suivre en 5 étapes. Transition, Rodrigo. Très belle transition. Oui, et quand tu essaies d'en mettre plus que 3 par rapport à un bridge, par exemple quand un certain journaliste d'LCI te ramène 3 ampoules supplémentaires, et ben ça marche pas. Tu peux pas les contrôler. Et donc tu vas sur les forums et on te dit non, mais en fait, c'est pas supporté, le firmware le fait pas, donc il y a une bidouille, il y a un hack, un machin. C'est le revers de la médaille d'être un early adapter, hein, c'est ça? Non, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Rodrigo. Aujourd'hui, quand on fait le débat. Il y a débat. Quand on fait ces objets, la moitié de la R&D, c'est de les rendre simples à installer. Je veux dire, et si vous avez réussi, c'est simple à installer. Et si c'est compliqué à installer, c'est que le produit a un défaut. Le produit n'est pas bon. Voilà, le produit est pas bon. Un produit qui est bon, c'est un spectacle complet. Et le spectacle, c'est que ça commence par c'est facile de rentrer dans la salle. Alors, Rodrigo le disait. Je suis d'accord avec toi, Fred. Les Philips U, par exemple, il n'y a pas plus bête. C'est une ampoule que tu visses. Mais tu peux en gérer que 3. C'est marqué nulle part. Et en fait, dès que tu en mets une 4e, c'est pas pris en charge. Voilà. Tu le disais, le luminaire, les ampoules connectées, c'est une autre grande tendance des objets connectés. Grégoire, alors est-ce que tu peux nous présenter la philosophie d'Oli? Alors c'est différent. Là, il ne s'agit pas d'ampoule, mais d'une vraie lampe. Oui, je crois que globalement, l'objet connecté, ce qu'on réinvente aujourd'hui, c'est des objets assez banals en fait, des objets assez simples. Voilà, on parle du thermostat, on parle de station connectée. C'est des trucs qui existaient il y a déjà 10-15 ans. L'éclairage, aujourd'hui, tout le monde en a chez soi, j'invente rien. Et ce qu'on essaie de déchiffrer, c'est comment on réinvente ça, comment on change la perception de l'éclairage. Rodrigo l'a dit, Philips a fait des U. Voilà, a fait U, les ampoules connectées, les ampoules Wi-Fi. Et est parti du principe que les ampoules étaient connectées à la box. C'est-à-dire qu'on ne change pas sa lampe, on change juste la douille. On change juste l'ampoule. L'ampoule. Alors c'est un exercice intéressant. Nous, on est plus parti du principe qu'on réinvente la lampe parce qu'on n'est pas là pour remplacer l'éclairage d'une personne. On se dit qu'on va essayer d'y aller par étapes, encore une fois. Et puis peut-être le plus simple pour rentrer dans les foyers des consommateurs, c'est peut-être de réinventer un objet tout simple qui est le luminaire. Alors on l'a fait parce qu'il y a deux grandes tendances techno qui sont apparues et qui sont aujourd'hui maîtrisables. C'est le smartphone, évidemment, le smartphone. Et le deuxième, c'est le composant LED. Le composant LED, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit composant qui crée de la lumière et qui est ultra compact et qui crée quasiment la même lumière. On a truffé pas mal au dos donc de la lampe et qui projette sur le mur, c'est ça. C'est pas une ampoule, mais 1, 2, 3, 18 LED, c'est ça? Voilà, donc il y a 18 LED. Alors c'est un design tout à fait, pour ceux qui connaissent un peu le marché du luminaire, c'est un design qui est assez... tu peux la poser, sinon ça sature un petit peu. Qui est assez atypique. Il y a 18 LED qu'on contrôle individuellement. L'idée, c'est d'avoir, au travers d'un objet unique, une application qui permet de faire plusieurs choses. En fait, c'est un parcours dans la journée. Je me réveille avec le matin. On sait qu'il y a des effets bénéfiques sur la lumière. Le matin, c'est le réveil. Voilà, c'est confortable. On sait tous très bien que si on met une lumière très froide chez soi, on ne se sent pas très bien. On se sent un petit peu malade. Alors que dès qu'on a une ampoule qui est un peu plus chaude, c'est vachement plus sympathique. On concurrence. Donc, on se réveille le matin. Pendant la journée, eh bien, il y a ce besoin, surtout maintenant en hiver. Là, la neige tombe. Ou va tomber. Alors, en tout cas, voilà, ça va tomber. Regardez la station météo, on sera prévenu, on aura une notification. Voilà, c'est la déprime. L'hiver, c'est la déprime. Et chez soi, on a besoin de changer son décor, on a besoin de mettre des couleurs. Tout ça, ça y est chez nous. C'est hyper important. Moi, je l'ai chez moi, mes enfants l'utilisent, mes amis l'utilisent, et puis nos clients nous disent que c'est super. Donc l'idée, c'est quoi? C'est plus qu'une lampe, c'est un projecteur de lumière, c'est ça? Ouais, c'est un projecteur de lumière, ce qu'on appelle un faiseur d'ambiance. On aime bien dire qu'on concurrence le papier peint et la peinture. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux redécorer ton intérieur, soit tu prends le pinceau, soit tu prends le papier peint. Alors le design est un peu inspiré, si tu peux le tourner vers la caméra à nouveau, on retrouve un petit peu la forme de l'iPad et le cadre vers moi. Le cadre de l'iPad avec notamment le bouton Home, là c'est un petit hommage à Jonathan Ive. Ouais, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil, effectivement, il y a une grande tendance esthétique qui est dans des produits minimalistes, parce que ces produits, ce qui est important, c'est pas à quoi ils ressemblent, c'est plus ce qu'ils font. Donc parce qu'ils sont quand même relativement compliqués dans l'usage, parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, voilà. Et si tu commences à avoir un design qui est un petit peu trop show-off, faut être simple. Parce que tout ce qui est important, c'est ce qui se passe là-dedans. Alors, les principes... Olivier, oui, je vais te reprendre à l'instant. C'est pas un hommage à Johnny Ive, c'est un hommage à Dieter Rams et ses 10 principes du design. Que je vous conseille de lire. Googlez Dieter Rams. On a parlé souvent dans cette émission.
Le designer de Brown qui avait édité dans les 10 principes le design, la simplicité, l'élégance, le design s'efface, etc. En quelques mots, les différences principales avec Oli. Oli, c'est du Wi-Fi. Hue de Philips, c'est du Wi-Fi. Là, on est plutôt sur un autre standard. Alors voilà. Donc les 3 grandes différences, qu'est-ce que ça va être? Ça va être effectivement, on est en Bluetooth parce qu'on considère que contrôler son éclairage quand on n'est pas chez soi, ça n'a pas grand intérêt. Allumer une ampoule quand tu n'es pas à la maison, on n'a pas vu l'intérêt. Nous, on est aussi parti du principe de se dire, on s'adresse à un grand public, il y a besoin d'installer ça facilement. Rodrigo l'a mentionné, il faut un bridge, le mettre sur le connecteur Wi-Fi. Mine de rien, dès qu'on passe ce stade-là, on s'adresse à une autre frange de la population. Si on veut être plutôt mass market, si on peut être plutôt grand public, il faut, nous, on branche la lampe, on appuie sur le petit bouton 3 secondes, ça s'appelle automatiquement avec le téléphone. C'est fait, il n'y a plus rien à faire pour le reste de sa vie. Ouais. Et quand j'arrive dans la pièce, elle s'allume. Quand je pars de la pièce, elle s'éteint. Rodrigo disait il y a un instant, il se plaignait qu'il ne pouvait pas brancher plus de 3 ampoules. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs lampes connectées comme celle-ci? Est-ce qu'on peut les piloter de son téléphone? Plusieurs modèles de Oli à la maison. Alors, tu peux en piloter 3 en parallèle. Ce qui n'empêche pas que derrière, tu es complètement coupé du Bluetooth. C'est-à-dire qu'on peut, nous, connecter 3 lampes en même temps et tu peux streamer ta musique sur ta chaîne Wi-Fi ou sur ton speaker Bluetooth en même temps. C'est un double streaming, mais quasiment un quadruple streaming. Donc on est les seuls à faire ça. Donc ça ne coupe pas la liaison Bluetooth pour faire autre chose. Exactement. Donc ça c'est important. La deuxième différence, c'est surtout le côté interactif et dynamique de la lumière. Nous, on est capable de générer des ambiances qui vont bouger, changer de couleur, évoluer en fonction peut-être de la météo, pourquoi pas. Il y a peut-être des trucs à faire. On va vous laisser parler après l'émission. Voilà, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'il y avait dans la rue. On va tous au musée, on a tous vu la Tour Eiffel, on a tous vu la Tour Eiffel s'illuminer, on a tous vu des installations interactives et lumineuses. Ça, c'est réservé aux professionnels. Voilà, comment on peut avoir ça chez soi? La réponse, c'est Oli. Comment garantir justement, est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'il y a un standard qui émerge? Demain j'achète une ampoule Wi-Fi ou j'achète une lampe connectée et je pourrais les piloter de manière universelle quel que soit mon téléphone, quelle que soit la marque. Aujourd'hui c'est pas encore possible ça. Non, alors là on va être confronté à un problème de bande passante. Le Bluetooth offre une bande passante qui est quand même supérieure notamment à Zigbee, qui est un autre protocole de communication. Nous on stream en fait sur du Wi-Fi, c'est plutôt Philips qui l'a adopté. Nous par exemple on a un algo mathématique qui tourne dans l'application et qui va, en fonction de la musique que tu vas jouer sur ton player, va analyser le contenu audio en temps réel. Donc ça demande une petite puissance de calcul et va envoyer les informations de lumière directement sur les lampes. Donc ça demande quand même une bande passante assez importante. Ce genre d'usage ne peut pas marcher si tu as un protocole qui ne le permet pas. Donc c'est avec l'interopérabilité, elle n'est pas évidente aujourd'hui parce que typiquement ces usages un peu sympas, et c'est peut-être aussi le pari d'en faire un luminaire à part, une lampe à part plutôt que des ampoules parce que la promesse de l'interopérabilité n'est pas encore d'actualité. Peut-être elle sera dans quelques années lorsque la maison connectée, telle qu'on le dessine dans le hackathon qui est donc notre partenaire ce soir, sera une réalité, on l'espère, dans quelques années. Oui, tout à fait. Mais voilà, encore une fois, c'est pas après pas. Voilà, nous on met une lampe chez les gens. Et puis on verra la révolution se mettre en marche petit à petit, mais il ne faut pas aller trop vite. Alors on a vu que Philips tentait d'élargir sa gamme en sortant un premier modèle d'ampoule, un deuxième, et puis là plus récemment ce qu'ils ont appelé les Light Strips, une sorte de petites bandes autocollantes avec des petites LED. Est-ce qu'il y a un travail qui est mené aussi de ce côté-là pour décliner ce concept sur d'autres luminaires du côté de chez Oli? Écoute, je ne vais pas tout dévoiler, mesdames. On est entre nous là ce soir. Alors déjà, ce qui va se passer, c'est que l'application, elle, évolue en permanence. C'est-à-dire que les clients qui ont eu le produit il y a 3 mois, ils vont se retrouver le 9 décembre. Il y a une toute nouvelle application qui sort avec des fonctionnalités assez sympas, notamment de Light DJ, de vraiment pouvoir mixer la lumière et créer des ambiances assez évoluées. Donc, quand tu achètes le produit, l'application est gratuite. Mais tous les 3 mois, tu as de nouvelles fonctionnalités. Donc, en termes de ressenti consommateur, tu as un truc nouveau tous les 3 mois, ce qui est quand même assez formidable. Et puis en termes d'évolution de produit, on est dans la lumière, nous on réinvente les objets qui incorporent de la lumière. Maintenant, je me ferai un plaisir de revenir. Oui, on aura la surprise. Voilà. Il ne faut pas prendre le même système de communication qu'Apple, ça marche, mais bon, bref. Fred, de ton côté, on peut parler des travaux à venir avant de détailler peut-être votre portrait de la maison connectée. Mais si, non, on ne peut pas. Enfin, on peut toujours en parler, mais... La lumière, c'est quelque chose qui t'intéresse concrètement? Moi, la lumière, moi, j'ai des rêves. Faire une lampe de chevet qui ne gêne pas la personne à côté de toi qui dort, par exemple,
Ça, c'est mon rêve depuis longtemps. Moi, je regarde tous les objets et alors, j'ai pas encore acheté le produit Oli, mais et cette idée de normes nécessaires qui est pas encore émergente aujourd'hui. Alors, moi, j'y crois pas parce que d'abord, si on demande aux gars qui font des normes de nous faire une norme et qu'on attend qu'ils l'aient faite pour vendre des trucs, bon, on sera tous vieux. Donc, c'est pas une bonne approche. La bonne approche, c'est de dire quels sont les scénarios d'interaction entre les objets. Et est-ce que je peux produire ces scénarios d'interaction dans le réseau, dans le cloud, avec des API? Aujourd'hui, on a toutes sortes de scénarios qui mettent en œuvre des API. Je vais sur un site marchand, j'achète un produit, je clique sur un bouton, ça poste sur mon profil Facebook que j'ai acheté ce produit ou que je l'aime bien. Et finalement, on le met en œuvre grâce aux API dans le réseau. Nous, on a des API pour tous nos produits. C'est pour ça d'ailleurs qu'on participe au hackathon Direct Energy, parce que cette approche est la nôtre aussi. Et donc, les développeurs peuvent venir lier leurs objets, leur développement, leurs apps avec nos produits en utilisant les apps. Tu ne voulais pas nous présenter les futurs développements, mais un développeur est capable, donc c'est une plateforme ouverte en clair. Voilà, aujourd'hui sur laquelle on peut développer des applications et des nouveaux usages. Exactement, aujourd'hui la station météo on a plusieurs dizaines d'applications commerciales et on va dire communautaires autour de la station météo. La plus importante, c'est Weather Pro, qui est l'application de météo payante la plus téléchargée au monde, qui utilise les données des stations Netatmo. Et pour le hackathon Direct Energy, on met en ligne l'API du thermostat qui permet... Donc on aura la réponse dimanche sur les programmes et les nouvelles fonctionnalités que vont découvrir les développeurs durant ces 48 heures d'intense développement. Pour conclure cette émission, je propose qu'on essaie de dessiner ensemble les différents objets connectés qui vont dessiner la maison connectée de demain. Il y a pas mal d'initiatives qui viennent de part et d'autre. Tu parlais tout à l'heure, Fred, d'un élément central qui a permis l'émergence des objets connectés, c'est les opérateurs ADSL. Est-ce que c'est pas un Free, un Orange, un SFR? On le voit aujourd'hui, commence à proposer des box avec quelques objets connectés. Je pense à des solutions de télésurveillance notamment. On y va tout doucement. Vous discutez avec ces opérateurs-là aujourd'hui pour qu'ils intègrent ces fonctionnalités à leur box ou proposer des ponts vers vos systèmes de stations météo, vos lumières, vos lampes ou vos thermostats? Alors aujourd'hui, ils ont décidé de le faire, je pense, c'est clair. Ils travaillent avec le français Igenco, je crois. Ou alors, je ne sais pas s'ils travaillent avec cette société-là ou d'autres. Ils ont décidé de le faire. La question, je pense que la question est est-ce que c'est le métier d'un opérateur que de développer une station météo ou un thermostat? Et quelle est la zone aval? C'est-à-dire finalement combien ils ont de clients pour vendre, pour amortir ce développement par rapport à des gens qui font la même chose dans le monde entier? Les opérateurs réussissent à développer des box ADSL parce qu'elles constituent pour le client, c'est la perception du service qu'il achète et c'est le point différenciant de l'opérateur. Un thermostat, une station météo ou un système d'alarme connecté, il y en a déjà, il y a des gens qui font ça et qui les vendent dans le monde entier, donc en vendront toujours plus que SFR et Orange et qui donc amortiront toujours mieux leur R&D et qui donc feront toujours des meilleurs produits. Donc les opérateurs vont s'y lancer, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire aussi bien que d'autres acteurs. Cédric, justement, cette volonté d'aller toujours plus loin en proposant toujours plus de services, tu y crois que ces opérateurs Internet, ces opérateurs ADSL, du moins en France, puisqu'ils sont... Le terme de la box, le concept de la box est très français. Tu crois qu'ils vont être vraiment un vecteur du développement de l'objet connecté en France, qu'ils intègrent ces fonctionnalités-là, peut-être qu'ils rachètent un Oli, un Netatmo et qu'ils trouvent une valeur ajoutée par rapport à la concurrence par rapport à ça? On a vu arriver pas mal de choses. En tout cas, ils en ont la ferme intention. Je pense que c'est assez clair dans les développements qui se passent jusque-là. C'est clair dans ce qu'on voit, par exemple, je me souviens du salon de Barcelone cette année où il y avait pas mal d'offres pour les opérateurs disant « Regardez toute la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à vos clients ».
et puis toute l'interface que vous pouvez faire entre vos clients et par exemple des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs de services, des fournisseurs de contenu, etc., etc. Regarde également ce qu'Orange nous a montré il y a 2 semaines, avec comment s'appelait-il, le bloc. Le bloc. Tout à coup, un objet connecté pour profiter du divertissement avec un mini projecteur. Donc les y vont. Voilà, je pense qu'il y a une logique éminente pour eux à arriver à, comme dirait Rodrigo, faire monter leur ARPU, leur revenu moyen par utilisateur chaque mois. Ouais, alors il manque encore des standards, mais je crois que c'était même Rodrigo qui nous avait présenté ça dans cette émission. Je ne sais pas si tu te souviens, Rodrigo. Il y a des études, il y a des projets sur Kickstarter, d'autres sont déjà des réalités pour permettre justement de connecter, ne fût-ce que sa porte d'entrée, pour pouvoir piloter donc sa porte d'entrée depuis son smartphone. Il y a d'abord des solutions qui Lockitron, ça s'appelait. Ça s'appelait le Lockitron, une solution qui permet depuis une application et sans, si vous êtes chargé, d'ouvrir sa porte en vous détectant votre téléphone, donc c'est assez pratique. Il y a aussi une solution française dont est équipé ce studio de chez Somfy, le système Taoma, qui permet de piloter non seulement la porte d'entrée, mais aussi de descendre des rideaux électriques, simplement en fonction des heures, de manière automatique. Il n'y a même plus besoin d'y penser. Rodrigo, là, il y a un vrai travail, il y a vraiment un développement à faire. Tout est à faire de ce côté-là pour équiper, parce que tout le monde a des volets chez soi, tout le monde a une porte ou des Velux, et c'est une tannée. Et là, ça change la vie, ces objets connectés. Oui, c'est sûr. Je connais un petit peu des gens de Somfy. Et juste pour mémoire, Somfy fait que les moteurs. Hein, c'est ce qui fait tourner les volets. Ils ne vendent pas les volets. Ça, c'est quelqu'un d'autre. C'est tout à fait légitime pour eux d'être dans ce secteur-là, comme tout ce qui était traditionnellement de la domotique, tout ce qui connecte à la maison. Moi, je suis très bullish, comme on dit en américain, sur les objets connectés. Après, c'est un problème de distribution. Et Cédric parlait de notre ami Rafi Aladjian avec son app Bastag. Le premier objet connecté, dirons-nous. Allez. C'était le lapin Wi-Fi. Il nous disait que la raison de la fin de la Bastag, c'était essentiellement que le vendeur en magasin aux États-Unis, il savait pas comment vendre son Bastag. C'est quoi? Et donc du coup, quand eux ils calculent le chiffre d'affaires au mètre carré ou au centimètre carré, ils se disaient ce truc-là, je sais pas le vendre, donc ils remettaient d'autres produits beaucoup plus faciles à vendre. Ouais. Donc c'est le nerf de la guerre pour les objets connectés. Plus il y en aura, plus on sera perdu, plus le consommateur sera perdu. Il faudra former peut-être beaucoup trop les vendeurs. Donc ça, c'est un gros challenge, la distribution. Ouais. Donc est-ce qu'on passe en direct par Internet? Tu vois, Kickstarter, ils arrêtent à vendre plein de trucs. Donc tu as une Bastag, je me souviens de tête, ils en avaient vendu 200 000. Donc on arrivera à vendre 200 000 exemplaires d'un produit. C'est comment est-ce qu'on en fait une boîte pérenne qui en vend beaucoup plus et beaucoup plus. Ouais, et puis récemment, on a vu apparaître des objets connectés pour le jardin. Hein. C'est la dernière production de chez Parrot, à savoir, je cherche le nom, le Flower Power, voilà. Donc là, vous voyez, on réfléchit aussi à vous simplifier la vie dans votre jardin ou pour vos plantes à la maison. Donc les usages, elles s'inventent quasiment tous les jours. C'est français également, Cédric vous le disait, c'est Parrot qui fait ça. Cédric, est-ce qu'il quelque part, cette difficulté à trouver un curseur, à trouver un marché, à évangéliser le marché, il ne manque pas finalement à cet écosystème un acteur important, un acteur majeur qui est capable d'un coup d'un seul avec un produit, d'expliquer la valeur ajoutée de ce type de technologie. Écoute, on peut se féliciter du fait que le marché n'ait pas été préempté par un Samsung, un Sony ou un autre, parce que ça permet à des startups françaises plus spécialisées d'émerger. Moi, j'avais une question pour Fred Potter. On sait qu'il est venu de WeThings, il était chez WeThings avant. Ils ont fait un Yalta entre WeThings et Netatmo, à WeThings le lifestyle, à Netatmo la maison. Je ne sais pas, pas que je sache, non, mais il faut être extrêmement clair. Il y a des objets connectés qui ont déjà été faits. Il y en a qui ont déjà été bien faits. Il y en a qui n'ont pas été bien faits. Et puis il y en a surtout des centaines et des centaines qui n'ont pas encore été faits. Et nous, enfin, on n'est pas là, une fois de plus, pour aller servilement copier ce que font les autres. On est là pour faire des produits originaux. Et il y a tellement, enfin moi j'ai déjà pas suffisamment de ressources, de monde et de temps pour faire tous les objets que j'ai envie de faire, donc c'est certainement pas pour aller refaire ce que j'ai déjà fait dans le passé. Concrètement, Cédric, vous parlez des ambitions des grands acteurs de la tech autour des objets connectés. Il y a un objet qui a beaucoup fait parler de lui dès la rentrée de cette année. Hein. C'est la montre Galaxy Gear de Samsung. Vous en avez pensé quoi de cet objet, messieurs? Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir autour de l'arrivée de cet objet connecté, car l'interface aujourd'hui pour piloter vos différents objets, c'est le téléphone. Ça pourrait être demain cet objet-là. Ça vous a convaincu, Cédric?
pas au point de la garder au poignet, parce que moi j'ai une montre, j'ai mis plus de 40 ans à trouver la montre qui me va, que j'aime, qui fait exactement ce que j'ai envie qu'elle fasse, etc. Et le café, donc voilà, j'en suis pas au point de changer. Maintenant, il y a des chiffres qui sont tombés cette semaine qui nous disent que Samsung aurait quand même placé, depuis le lancement, c'est-à-dire depuis 2 mois même pas, plus de 800 000 montres. Alors évidemment, c'est pas un lancement de smartphone. Ils ont distribué, ils ont livré 800 000 montres, mais ils en auraient vendu que 50 000 ou 80 000 de mémoire. Ils en ont vendu 50 000, voilà. C'est un bid incroyable. Tu sors ça d'où? Regarde, tu verras. 50 000, ils sont nulle part. Moi, j'ai vu partout 800 000, j'ai vu personne. C'est les livraisons, c'est comme Apple qui livre les iPhone 5C aux opérateurs, mais après il faut les vendre. Ouais, mais ça, tu vois, moi j'ai toujours une objection sur ce genre de choses. C'est où sont les semi-remorques de produits invendus qui n'existent plus dans la nature. Ils sont dans les stocks. Ils doivent les vendre avant Noël, après. Ils sont dans les bilans. Bon, ils sont dans les bilans des ils les ont livrés à des commerçants qui leur ont commandé. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux attentes qu'on avait au début sur cet appareil, finalement, c'est pas si mal. Moi, je comprends que ça trouve des clients, même si je pense que voilà, il faut encore attendre peut-être une génération ou deux. Vous allez développer des applis parce que c'est un environnement ouvert, c'est sous Android bien sûr, des applications pour du côté Netatmo, du côté de Five et d'Oli. La montre connectée, moi je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, en plus nous, ça nous intéresse parce que c'est dans la maison et les lumières, tu as des lumières dans ta chambre, tu as des lumières dans ta salle de bain. On n'a pas forcément son téléphone toujours sur soi. Exactement, c'est un peu le problème, alors qu'une montre, effectivement, on la porte en général au poignet. Mais c'est vrai que poser un problème. Une montre, on en a tous. Et effectivement, une montre, on met longtemps à la choisir. Voilà, moi j'ai une montre suisse, j'ai mis 10 ans à la trouver. C'est ma femme qui me l'a ouverte. On va pas lancer Rodrigo sur ce sujet-là, sinon ça va durer 2 heures. Hein. Mais je m'interroge vraiment sur le côté, est-ce que c'est forcément une montre en fait, cet objet qu'on doit porter sur nous en permanence. Dans le futur, on sera tatoué avec des puces électroniques, et la montre est peut-être une étape intermédiaire, mais est-ce que c'est vraiment une montre et je trouve l'objet super sympa. Peut-être un peu trop tech à mon goût, pas assez classieux. On va parler dans un instant des rumeurs autour du monde d'Apple, mais si ça ressemble à ça, franchement, je ne suis pas pressé. Fred, tu en as pensé quoi? Ouais, il est plus beau en vrai que sur les photos quand même, parce que les photos sont terribles, mais les montres, on n'en a pas une, on en a plusieurs en fait. Ouais. Alors il y a des gens effectivement qui ont trouvé leur montre. Moi je pense que ça va très bien se vendre, peut-être pas ce produit-là, peut-être ça gêne génération 2, génération 3, 4, peut-être un autre produit. Je pense que ça va se vendre. Je pense que les gens vont avoir cette montre qui va cohabiter à leur poignet suivant les circonstances avec d'autres montres. Mais je pense que ça va se vendre. Et tu vas développer, pour l'instant, vous commencez à regarder pour développer des applis pour ce type de... Nous, on regarde. Parce qu'encore une fois, l'avantage de la montre, c'est qu'on l'a quasiment tout le temps sur soi. Et elle est étanche en plus, je crois. Exact. Elle n'est pas étanche. Je dis bêtises. On regarde la pénétration, des différents terminaux et on prend nos décisions d'investissement en fonction de ça. S'ils ont vendu 50 000 montres, ça veut dire qu'ils sont nulle part et on ne va pas le faire. S'ils en vendent 800 000, ça nous intéresse. Ouais, non, mais il a raison. C'est excitant créativement, il y a des trucs super à inventer. Après c'est vrai qu'on a un autre problème, c'est qu'on a des boîtes et il faut les faire vivre et on essaie de décider en fonction de ce qui est intéressant. Petit hommage quand même parce que l'un des premiers à avoir lancé des montres connectées, c'est du côté de Peeble qui a une vision plus différente, Rodrigo, de Samsung, avec un système vraiment avec une autonomie plus longue puisque c'est de l'encre électronique. Qu'est-ce que tu préfères toi en termes d'approche entre cette montre connectée qui a des fonctions de coach électronique, mais j'en passe, mais qui pourrait interagir avec les objets qu'on a là aujourd'hui? Alors j'ai déjà donné ma réponse quand on avait parlé de l'iWatch dans cette émission. Je suis un petit peu comme Cédric. Alors moi j'ai aussi trouvé la montre qui me va bien, qui fait le café, qui dit papa et qui dit maman. Je vous la montre d'ailleurs. À un moment je pensais l'avoir perdu. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon. Donc voilà, c'est ma montre à moi. Oui, il faut la remonter celle-là, c'est ça? Tu rigoles ou quoi? Non, bon. Elle est automatique, non. Je bouge pas assez, c'est pour ça. Alors je t'écoute. Ce fabricant suisse a inventé quasiment tous les brevets, enfin la moitié des brevets modernes. Donc voilà. Non, c'est une erreur marketing d'appeler ça une montre connectée. C'est une énorme erreur marketing. Pourquoi? Parce que les gens ont une montre, ils n'ont pas besoin d'une nouvelle montre. D'ailleurs, tout le monde a un téléphone portable sur soi qui donne l'heure, donc les jeunes n'ont plus de montre. Donc il faut arrêter de parler de montre. En revanche, on a 2 bras. Vous vous rendez compte? Donc il y a un bras, et la plupart des gens l'ont sur le bras gauche, ont une montre. Mais l'autre bras, il n'a rien.
Ouais. Alors, tu vois plus l'émergence d'un dessus. bracelet électronique, c'est ça, plutôt. Certains mecs ont quelque chose dessus. Comme les full bands de Nike Plus, c'est ça par exemple? Exactement, et récemment vous avez vu plein de gens avec des bracelets Jawbone, des gens qui se mettent des trucs Nike Fuel. Donc je pense plutôt qu'au lieu de parler de montre connectée, on va parler d'un ordinateur portable, un bracelet, quelque chose connecté. Et là, tous les arguments qu'on a développés en se disant est-ce que la montre, pas la montre, tous ces arguments là tombent. Est-ce qu'on veut avoir un ordinateur qu'on porte sur soi, qui permet de contrôler, d'avoir des informations, de recevoir ses tweets, ses mails, ses alertes, etc. Là, oui. Est-ce que je veux un truc qui veut remplacer ma montre? Non. C'est aussi con que de changer le nom connecté. Du truc. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette vision? Alors, plutôt qu'une montre, mais on va quand même parler de l'iWatch un petit peu, de cette idée, Grégoire, de... Pas. Oui, bah, arriver, tu vas voir. Enfin, ou d'un bracelet. Hein. On sait que Tim Cook est membre du conseil d'administration de Nike, c'est pas un hasard. Grégoire. Écoute, alors, on va parler design déjà. Moi, je pense que... Bon, c'est massif quand même. Ouais, c'est assez gros, c'est je sais pas, j'aurais bien aimé avoir la Pebble, c'est pour ça que c'est une approche un peu plus originale. Plus minimaliste, c'est assez rigide. plus discret. Hein. C'est quand même pas très discret. Ça ressemble un peu au G-Shock de Casio. Essaye de la mettre au poignet, ça résume assez bien. Alors je suis gaucher, alors faut que j'arrive. Je sais pas mettre. Tu vois, je sais pas. Mais peut-être que Frédéric il va vouloir la mettre. Je sais pas, moi ça fait 20 ans que j'ai pas mis de montre. Je pense qu'effectivement, un objet que tu portes sur toi, mais on peut penser à plein de trucs. On peut penser à un collier, on peut penser à des boucles d'oreilles. Tu peux penser, voilà, quel est l'objet qu'on porte tous les jours sur nous, qu'on met de façon fidèle, mais qu'effectivement la montre a cette part de souvenirs, histoire, parce que parfois tu peux avoir la montre de ton grand-père, donc il y a un côté très charnel, très fusionnel. Et ces nouveaux objets qui arrivent, qui sont tout frais, tout neufs, ils n'ont pas cette charge émotionnelle, donc quel scénario on peut inventer dans lequel on va mettre de la charge émotionnelle? Est-ce que finalement, Cédric, celui qui va mettre tout le monde d'accord, c'est ni la montre, ni le smartphone, ni l'ordinateur qu'on ouvrirait pour piloter ces objets connectés à la maison, ce serait peut-être Google avec ses Glasses? Tu y crois à ce modèle-là, ou ça reste avant tout un phénomène de laboratoire? Pas comme modèle d'unification. Pour moi, ça reste d'abord, dans la version qu'on connaît aujourd'hui, quelque chose de purement exploratoire. Ouais. Je pense qu'ils ont raison de s'y atteler de manière si massive et si sérieuse maintenant. Mais je pense que, un peu d'ailleurs au parallèle de la montre de Samsung, ils se disent pas on va en vendre des centaines de millions. Tu vois, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour arriver à affiner le concept et arriver à deviner les usages, les choses qu'on fait et puis aussi les choses qu'on ne fera pas avec. Donc voilà, maintenant oui, si tout à coup tu l'intègres vraiment dans la branche de la lunette et que ça se voit plus et que tout à coup voilà ça fait papa-maman et que ça essaie l'autonomie, mais là on tombe sur des problèmes d'ingénierie qui sont des vrais gros problèmes d'ingénierie dure, c'est-à-dire les batteries, l'autonomie, la connectivité, enfin des choses qui vont pas se résoudre dans l'instant, mais regarde, on a quand même eu des sauts technologiques comme le Bluetooth 4, la dernière version qui permet de faire par exemple le machin à pot de fleurs de Parrot, enfin le Bluetooth Low Energy qui permet d'avoir des appareils qui fonctionnent sur pile et qui restent connectés pendant des mois. Donc voilà, tout ça va avancer lentement. Non, je pense que la grande chance et de la raison, l'une des explications de l'explosion des objets connectés aujourd'hui, on l'a dit au début, c'est le smartphone qui tout à coup a fourni de la puissance de calcul et un affichage à des objets auxquels du coup on n'a plus besoin de rajouter un écran. Les Google Glasses, Grégoire, c'est aussi un domaine dans lequel vous travaillez aujourd'hui? Écoute, on regarde, mais bon, ça a l'air de cartonner dans la Silicon Valley. On va attendre que ça passe Chez Happy Few, en tout cas. On va attendre que ça passe les frontières de la Silicon Valley. Mais moi, ce qui m'intéresse plus dans cet objet-là, c'est les cas d'usage. C'est dans quel cas c'est pertinent d'avoir ce petit écran qui t'envoie des informations. Est-ce que c'est un chirurgien qui est en train d'opérer, qui a besoin d'avoir un feedback sur un truc particulier? Est-ce que c'est un gars qui est dans la sécurité civile et qui a besoin d'avoir une alerte à un moment donné, qui a les mains prises, donc il ne peut rien manipuler? Ça, je trouve ça intéressant dans ce genre de cas. Mais je me dis, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, avoir constamment un écran qui me donne la météo, qui m'a appelé, qui m'a envoyé mes tweets, c'est un peu invasif quand même. Fred, par rapport en fait, moi, Pardon, il y a des gens pour qui c'est extrêmement intéressant. Et il faut te dire que l'écran ne sera pas tout le temps allumé. Donc, il ne va pas tout le temps te donner une information. J'en veux pour preuve, les Fitbit. Tu vois, si tu appuies sur un petit bouton, si tu touches, tu les fleurs, ce que tu veux. Les petits assistants voilà, ça te dit le nombre de pas, ça te dit le nombre de pas que tu as fait, le nombre de calories brûlées, etc. Donc, avec différents gestes, tu peux regarder dans ta main de manière discrète ce que tu as. Il peut aussi vibrer, et c'est ce que font certains de ces bracelets aujourd'hui. Tu te dis, tiens, tu as un tweet, tu as un mail, tu as une alerte, tu as un téléphone, il faut partir. Donc, c'est pas un écran allumé en permanence que tu vas avoir, il peut avoir différentes tailles. Et en ce sens-là, oui, moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai été frappé sur les lunettes par les 2 films promotionnels qu'en a fait Google. Ouais.
D'abord, il a fait un premier film très multi-usage dans lequel on voyait les utilisateurs envoyer des mails, faire des tweets, etc. Et puis dans le deuxième film, ils avaient une GoPro sur la tête en fait. Ouais. C'est-à-dire que tous les usages autres que je fais une photo, je la publie sur Facebook avaient disparu. Et je pense qu'entre les deux, ils ont travaillé. Ils se sont rendus compte que peut-être c'est cet usage ludique qui est le plus intéressant. Et je voulais aussi rebondir sur ce qu'on disait. Je ne pense pas qu'on va multiplier les objets. Moi, je suis toujours frappé par la capacité du téléphone portable à dévorer les usages connexes. On a vu dans l'iPhone 5S le processeur M7 sortir. Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce qui se passe. Pour décharger les activités du processeur principal. Enfin, le M7, il remplace le tracker d'activité en venant finalement, avec votre téléphone portable, faire le boulot du Fitbit sans le Fitbit. Donc on n'a plus besoin de ça. Voilà. Et on voit, on l'a vu avec le GPS, on l'a vu avec l'appareil photo. Centraliser de plus en plus de fonctionnalités. C'était le cas, tu te souviens, Nike ID, tu mettais une petite puce dans ta chaussure. Ouais, qui au départ, plus après dans l'iPod et dans ou Nike Plus ou je sais plus quoi. Et puis après, il fallait juste Runkeeper ou Endomondo. Voilà, Donc tu as absolument raison. En revanche, le discours que tu as, c'est celui qu'on a eu quand on a lancé la tablette en se disant est-ce qu'on a besoin d'un nouveau form factor entre le téléphone et l'ordinateur. Oui, mais la tablette s'est imposée. La maison est vaste, il y a plein de tables, il y a plein de cas d'usage, tandis que mettre un nouvel objet dans la poche des gens, c'est quand même rudement compliqué. Alors, non, là, comme les jawbones. Quelle place pour Apple sur ce marché-là? Déjà, Grégoire, est-ce que tu souhaites l'arrivée d'un acteur comme celui-là? Parce que quand on connaît la force marketing d'un Apple, en matière d'évangélisation, ça va vous aider, vous, à vendre vos produits? Ah, mais bien sûr. Non, mais effectivement, aujourd'hui, Apple est incontournable. C'est quand même eux qui ont ouvert notamment les vannes de vendre des objets connectés et puis de les démocratiser auprès du grand public. Enfin, dans les Apple Store aujourd'hui, si on trouve Oli et puis si on trouve d'autres objets connectés, c'est quand même grâce à c'est Apple qui fait le boulot. La remarque de Cédric était très pertinente sur les smartphones, effectivement. Hein. Sans smartphone, on ne pourrait pas avoir ce genre de produit. Voilà, mais on se dit, connaissant Apple, connaissant son histoire, je me dis qu'ils ne vont pas venir juste avec une montre connectée. S'ils viennent là-dessus, ils vont avoir un concept assez global de je révolutionne ta vie grâce à un nouvel objet qu'ils vont peut-être pas appeler iWatch. Donc l'objectif, c'est pas forcément de sortir à tout prix un produit pour dire on a été les premiers, un peu à l'image de Samsung ou d'autres. L'objectif, c'est de sortir un produit qui apporte une vraie valeur ajoutée. Et ça, c'est du moins aujourd'hui l'ADN d'Apple pourvu que ça dure. Alors, est-ce que finalement, l'avenir de la maison connectée, ça pourrait être ni le smartphone, ni la montre connectée, et j'en passe, ou l'ordinateur, ce serait simplement plus du tout l'interface, mais une interface vocale. Regardez cette vidéo de nos amis de chez Nuance, partenaire du hackathon Direct Energy, qui ont mis en place un système de reconnaissance vocale, c'est leur spécialité, avec Siri notamment, pour piloter l'ensemble des objets à la maison. Ça aussi, il y a un vrai espoir depuis des années autour de ces interfaces vocales, pour piloter, pour commander sur Internet, ouvrir sa porte simplement à la voix. Vous y croyez, vous y travaillez à ces solutions-là? On sait qu'Apple a beaucoup poussé cette technologie-là avec Siri, que Google également avec Android. Alors, vous y croyez, vous, à ce modèle-là, la maison connectée, la maison pilotée par la voix? Si on imagine que la voix, c'est un moyen d'interface et de communication, il faut que ce soit naturel. J'avais eu une démo, c'était il y a 1 an, à Rennes, de chercheurs justement sur ce domaine-là. Et c'était un répondeur automatique et le truc était capable de dire quand tu réservais le train, par exemple, tu mettais une phrase dans n'importe quel sens, il te retrouvait, te disait voilà, tu prends le train dans tant d'heures, il dure tant de temps, et ainsi de suite, mais c'était hyper naturel. Si on arrive effectivement à des systèmes qui sont aussi bien foutus, de pouvoir interpréter notre façon de parler humainement et pas simplement être en train de parler dans son téléphone. J'avais encore le cas avec la SNCF quand j'ai voulu annuler mon billet tout à l'heure quand je suis venu parce qu'il y avait de la neige à Lyon. T'es en train de crier dans le téléphone, annuler, voilà, ça marche. La promesse est très élevée, et pour l'atteindre, c'est pas toujours évident. Ça crée la déception. Abort. Ouais, ça c'est une référence à un sketch, bref. Donc ouais, si c'est naturel, si ça colle à notre comportement. Et là on a vu une déception, on l'a connu la déception avec l'iPhone et Siri. Aujourd'hui, qui utilise vraiment Siri au quotidien à part pour régler son alarme, quoi? Je crois que le premier usage de Siri, c'était de l'insulter. Ouais. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple, c'est qu'à chaque geste, il y a une interface qui est plus appropriée qu'une autre. En particulier, si on veut allumer la lumière la nuit chez soi, on n'a absolument pas envie de parler. Enfin, je pense que c'est vraiment clair. On a envie de faire un geste sur l'interrupteur parce qu'on n'a pas envie de déranger ceux qui dorment. Donc la commande vocale n'est pas une panacée universelle qui va se substituer à tout le reste, même si elle a sa place. Moi, je m'en sers pour dicter les mails.
Quand c'est des mails sans mots techniques, je trouve que c'est plus pratique quand vous avez les mains prises, par exemple, pour dicter les mails, et Siri marche bien pour ça. Ouais. En clair, il y a une promesse, mais aujourd'hui, on n'a pas encore l'ensemble de la puissance et je dirais l'ensemble du maillon de la chaîne pour pouvoir proposer une solution 100% fiable. Non, je pense que c'est pas ça le sujet. Ça marche remarquablement bien. Ouais. C'est qu'on n'en veut pas pour tout. Ouais. On en veut en particulier. Oui, je pense que c'est une interface comme une autre. Voilà. On va pouvoir proposer différentes interfaces, à la fois de consultation et de Il n'y a plus une barrière technologique selon toi, Rodrigo? Si, parce que c'est pas encore au point, tu vois. Ça marche dans certaines langues, ça marche pas dans les environnements très bruyants, etc. Mais on a vu des progrès avant, il fallait un apprentissage, il n'y a plus besoin aujourd'hui. Dans certains cas de figure, tu vas en utiliser un trackpad, dans certains une souris, dans certains un clavier, dans certains on touchera, et dans certains autres, on parlera. Allez. En revanche, je vous rappelle que tous les serveurs vocaux, aujourd'hui, on est habitué à parler à une machine avec la voix. Et on parle de manière très stupide et quand on dit OK Glass take a picture, c'est complètement con sur les Google Glass, mais on dit pas mieux qu'on appelle son répondeur effacer message ou qu'on appelle serveur vocal. Dites réservé. Ouais. Dernière piste en matière d'objets connectés, et là je vais me tourner vers Cédric, je vais lui demander son avis. Je ne sais pas si tu as vu la rumeur de rachat, je ne sais pas si c'est officiel ou à un moment où on enregistre cette émission, on me dit à l'oreillette que c'est officiel. Le rachat de PrimSense par Apple pour 345 millions de dollars. PrimSense, Cédric, c'est l'inventeur ou le papa, aide-moi, israélien de... C'est le papa d'une bonne partie des technologies qu'on a trouvées dans le capteur Kinect de la Xbox. Voilà. Voilà, il se trouve que Microsoft a fait d'autres choix techniques pour la suite, avec des choses qui ont été développées dans ses labos, et que donc tout à coup, il avait moins besoin des technologies de PrimeSense qu'il avait sous licence, et du coup, Apple rachète PrimeSense, qui est donc cette start-up israélienne, il rachète ça 325 millions de dollars, ce qui est 345. assez considérable quand même. Enfin, en même temps, c'est toi qui m'avais raconté il y a quelques années, enfin, dans cette émission, qu'ils avaient rencontré Steve Jobs à l'époque, et que Steve Jobs avait dit non. Absolument. Ouais. Alors, c'est pas tellement ça. Non. Ils avaient voulu rencontrer Apple avant de rencontrer Microsoft pour leur montrer leur techno avant de les sortir. Et le problème, c'est qu'Apple leur avait voulu leur faire signer, tu vois, genre. L'exclusivité, quoi. Pas l'exclusivité, mais des accords de non-divulgation, enfin des NDA, tu vois, épais comme le bottin de la préfecture de la Seine. Ouais. Ils avaient renoncé en disant bon, on va aller voir Microsoft, c'est plus simple. Et de fait, ils avaient eu des discussions beaucoup plus simples avec Microsoft. Donc Apple avait un peu raté. Kinect est né comme ça. Et je pense que le jour où Jobs a vu la première démo de Kinect, ça a dû l'énerver assez profondément en disant qu'est-ce que c'est que cette connerie, et qu'après quelqu'un a osé lui dire ouais, en fait on devait les voir, et alors finalement ils ont tout ça a dû très mal se passer. Donc je pense que c'est une façon pour Apple de réparer l'affront. Ouais. Maintenant la question c'est que vont-ils en faire? La réponse la plus évidente, c'est une télévision. Bien sûr. Plus que de la montre. Récemment. Ouais. Parce que pour moi, soyons clairs, l'iWatch, c'est pas une montre, c'est une télé. Ouais. Je suis d'accord. Clairement, la montre. Puis sera plutôt la priorité pour Apple. Pour toi, c'est plutôt la télé. Ouais, Ah bah oui, parce que là, il y a un vrai marché. Il y a pas, tu vois, là, il y a un truc où tu. L'évangélisation, il n'y a pas besoin d'en faire grand chose. Même s'il faut quand même évangéliser sur la télé connectée et la valeur ajoutée une télé connectée par rapport à une télé traditionnelle. Mais bon, passons. Ouais. Mais là, Apple a un vrai savoir-faire. Vous aurez compris, la maison connectée, les objets connectés, c'est vraiment une filière d'avenir. Si vous voulez en savoir plus et vous voulez découvrir les grandes tendances dans ce domaine, rendez-vous ce dimanche 24 novembre à Paris pour le palmarès du hackathon Direct Énergie à la cantine pour faire un état des lieux donc présents et futurs de la maison connectée. Et quant à nous, c'est l'heure de passer au coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Rodrigo. Alors Olivier, cette semaine, je t'ai trouvé 3 coups de cœur, dont le premier qui est absolument indispensable parce qu'il ne sert absolument à rien. Oui. Et en plus, il est gratuit, donc vous pouvez tous vous précipiter et télécharger une application qui ne sert à rien. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle utilise deux fonctionnalités fondamentales de votre iPhone qui sont la caméra avant et la caméra arrière. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et surtout à quoi ça peut servir? Eh bien, ça permet de prendre une photo avec la caméra avant et une photo avec la caméra arrière à la suite, et de les mettre sur la même photo et ensuite partager une photo sur tous les réseaux sociaux avec une fonction du Galaxy S4 que tu es en train de me décrire de chez Samsung. Oui, tu es en train de nous parler du Galaxy S4 là. Pas du tout, ça s'appelle... Ça le fait en vidéo aussi. Ça s'appelle Front Back. Et donc vous prenez une photo devant, puis vous prenez une photo de vous. Je ne veux même pas imaginer pourquoi tu nous présentes cette application ce soir. Mais merci Rodrigo. Ça fait une photo avec les deux et ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez la partager partout. Voilà, surtout si on est deux à faire la même photo, vous l'aurez bien compris. Coup de cœur suivant Rodrigo, on y est arrivé.
Ouais, alors tu sais que moi j'ai à cœur d'apprendre à programmer à mes enfants depuis longtemps. Alors je cherche un moyen de le faire. Et donc on a parlé de Code Academy il y a quelque temps, ici. Il y a une nouvelle initiative qui a eu ses origines en Irlande, s'appelle Coder Dojo, qui est très très bien. C'est un truc basé sur le mouvement libre. Et donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'ils le font. Et c'est des volontaires qui apprennent aux enfants à coder essentiellement sur la plateforme Scratch, qui est une plateforme visuelle avec laquelle tu peux faire des jeux, qui vient du MIT. Et il y a eu une première expérience qui a eu lieu ici à Paris, qui a été gérée par une Irlandaise, coïncidence, s'appelle Brenda O'Connell, qu'on a connue à l'époque chez Jolly Cloud. Et ça s'est passé à The Family. C'est très très bien. C'est une première initiative pour apprendre aux enfants à coder. C'est très chouette. J'ai vraiment hâte que ce soit de manière industrielle un petit peu partout en France. Et donc on se pose la question de comment est-ce qu'on peut généraliser cela, de Coder Dojo. Alors cette semaine, la Finlande a annoncé qu'ils allaient imposer le codage dès le CP, apprendre à coder dès le CP, que c'était quand même une langue vivante et que tous les enfants pourraient apprendre à coder. Moi je trouve ça super. Coder Dojo, allez voir. Et puis le troisième coup de cœur est pas très loin de ce qu'on disait au tout début de l'émission. Et puis en France, il faudrait peut-être rééquiper les classes en ordinateur relativement récents, en tablettes et en choses comme ça. Alors justement, je voulais vous en parler. C'est trouvé sur Kickstarter. Ce matin, c'était pas encore saturé. Ils étaient à 84% en 24 heures. Là, ça y est, c'est saturé. Ils ont 1402 personnes et ils ont trouvé $159 000 en 24 heures. Bah voilà. Donc, ça va encore continuer. C'est un projet qui s'appelle Kano. C'est basé sur un Pi, un Raspberry Pi. Donc Cédric pourra vous en parler parce qu'il en a un avec un petit clavier. Et c'est un petit kit qui permet essentiellement aux enfants, mais aussi aux plus grands, d'apprendre à coder, d'apprendre à faire des objets. Il y a plein d'extensions possibles. On peut rigoler avec. Voilà. Merci Rodrigo. Cédric, ton coup de cœur ce soir? Écoute, je vais faire mon Rodrigo cette semaine, j'ai 4 coups de cœur. Non, Cédric, non, c'est une catastrophe. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va aller très vite. Le premier, c'est pour le nouvel objet connecté que va dévoiler Rafi Aladjian dans les jours, semaines à venir. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est déjà mon coup de cœur, parce que Rafi Aladjian est un génie, 2, un génie, et 3, un mec que j'aime d'amour. Donc voilà. On va se calmer, et que tous autant qu'on est, on ne serait rien sans Rafi Aladjian. En matière d'objets connectés, enfin un objet après avoir lancé sa plateforme. Ça va s'appeler je ne sais pas ce que c'est. Pardon ? Et ça va s'appeler Sense, je crois. Non, ça va s'appeler comme les poupées russes. Ça me reviendra. Je pense qu'on aura tout le temps d'en reparler. Mon deuxième coup de cœur, il est spécial Rodrigo, c'est ça. Ah, t'as pas été le chercher loin celui-là. Bah ouais, je suis pas allé le chercher loin. Voici la réédition d'Assassin's Creed Black Flag, mais pour la PS4 qui vient d'arriver. Voilà, donc Cédric est très occupé en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer, du moins les week-ends. Ouais, c'est ça. Donc je pense que je sais déjà ce que je vais faire de ce week-end. Et puis en plus, la Xbox arrive aussi, tous les jeux qui vont avec. Donc le week-end va être très 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 occupé. Deux autres choses, plus sérieusement. D'abord, le nouveau livre de Leander Cannell. Leander Cannell, c'est celui qui, sur Wired, édite les colonnes de Cult of Mac. Autant dire, alors lui, c'est... Cult of Mac, lui, c'est le grand prêtre de l'église. Hein. C'est même plus un fanboy. Mais il vient de sortir un livre sur Johnny Ive qui est extrêmement documenté et où, par exemple, il raconte la véritable histoire de la vraie jeunesse de l'iPhone. Et c'est absolument passionnant. Comment il y a eu 2 équipes qui faisaient 2 évocations possibles de l'iPhone, une en partant d'une interface tactile et l'autre en partant de l'iPod. Et ça va le faire pleurer, Olivier, mais la première fois qu'ils ont expérimenté les interfaces tactiles, ils pensaient les mettre dans un Macintosh. Bah ouais, mais ça va venir un jour, il ne faut pas désespérer. Puis il y a même des rumeurs, tu as vu, d'iPad grand format, donc c'est peut-être plus ça le Macintosh de demain, mais passons. Absolument. Ouais. Dernière chose, là aussi c'est sur Kickstarter, ça s'appelle Panono, c'est un appareil photo mais un peu particulier. Cet appareil photo est une sphère qui embarquerait 36 objectifs et 36 capteurs. Une sphère que tu lances en l'air, il y a des capteurs de mouvement évidemment à l'intérieur. Au moment où la sphère sent qu'elle est à l'apogée de là où tu l'as lancée, elle prend une photo à 360 degrés, mais aussi en haut, en bas, dans tous les sens. Ça permet d'avoir des images absolument ahurissantes. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux. Je pense qu'il y a des gens pour qui ce sera utile. Surtout à Rodrigo. Il cherche apparemment plein d'objets comme ça. Pimenter voilà, Panono, son quotidien. Vous trouverez ça sur Internet, c'est vachement bien. Et bon, c'est pas très utile. Et évidemment, vu la richesse de technologie qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu cher. Il va falloir compter, si mes souvenirs sont bons, autour de $500. On le rate et on le laisse tomber par terre, Cédric. Mais bon. Oui, non, mais ça, je crois qu'il y a un sérieux anti-choc. Mais voilà, ça vaut le déplacement. Et allez au moins voir la vidéo de démo, parce que celle-là, elle vaut vraiment le détour. Alors ici en plateau, Fred, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors moi, j'ai pas de coup de cœur récent.
Ouais. Au moins, c'est un coup de cœur que tu auras utilisé. C'est un coup de cœur, effectivement, que j'utilise, c'est mes Sonos. Ouais. Je suis client Sonos depuis 5 ans. Voilà, Sonos, ce sont ces enceintes Wi-Fi, ces enceintes connectées. On reste dans la thématique. Pour faire du multi-room, pour connecter, écouter la musique dans plusieurs chambres, dans plusieurs pièces de la maison et voir des morceaux différents dans différentes pièces de la maison. Exactement. Et je suis toujours émerveillé par la simplicité d'installation, la qualité sonore et la qualité de ce produit qui est vraiment aujourd'hui en enceinte connectée pour moi le Graal. Ouais. Alors c'est un peu cher hélas. Ouais, il y a la Play One qui vient de sortir qui est un petit peu moins cher. Voilà, mais c'est vraiment un produit magnifique. Et voilà, donc toujours émerveillé par son Tu offre. prêches pour des convaincus dans cette émission. Grégoire. Fred, si je peux juste me permettre, Fred, Sonos a l'avantage qu'en plus tu peux l'utiliser avec ton installation Wi-Fi de ta maison. Donc tu le mets juste derrière comme une source supplémentaire. Tu peux brancher toute comme une passerelle et du coup tu peux brancher toute ta vieille Wi-Fi traditionnelle là-dessus, tes gros amplis Macintosh Labs et tout ça derrière en plus. Donc c'est vraiment bien. Heureusement qu'on est en retard ce soir. Grégoire, quel est ton coup de cœur ce soir? Ouais, alors moi je vais vous parler d'une application qui est basée sur la méditation. Qu'est-ce que vient faire la méditation dans cette émission? J'en ai besoin en ce moment, vas-y, balance. On est un peu speed, on est dans le métro, le boulot, on bosse comme des tarés. On a besoin de se poser 5 minutes dans la journée et de faire un peu le vide. Et alors c'est une application qui s'appelle Headspace, qui vient de la Silicon Valley, on s'en doute, des gourous bobos. Ouais. Et c'est vachement bien foutu. C'est à milieu des clichés qu'on peut avoir de la méditation, truc un peu... peut-être un peu has-been avec Madame Irma avec un gros chignon. C'est super bien fait, le graphisme est super sympa. Il y a plein de petits exercices. Le gars en plus qui a fait ça a une espèce de charisme monstrueux. Franchement, j'invite tout le monde à télécharger cette application. On va le faire ça dès la fin de cette émission, Headspace. Et mon coup de cœur, de mon côté, c'est aussi une enceinte, mais simplement parce qu'elle est belle. Regardez comme c'est joli. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vous rappelle une enceinte pour les historiques du Mac qui ont eu un iMac G4 ou un Power Mac Cube. Les enceintes de JBL et d'Harman Kardon qui avaient été produites à l'époque, elles sont de retour dans une version un peu boostée, une nouvelle version également Bluetooth et sans fil. Les Harman Kardon, ça vaut quand même près de 300 €. Ça s'appelle les Nova, mais simplement de toute beauté. Voilà, je voulais les montrer de cette transparence, comme quoi c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Cédric tous les dimanches sur plein écran, 13h10 sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a au menu dimanche, Cédric? Une partie de ce qu'on a tourné la semaine dernière au Japon, c'est-à-dire Interbi, le grand salon des technologies du broadcast. Ça nous a permis de découvrir par exemple tous les nouveaux drones qui servent à tourner des images magnifiques. Enfin voilà, il y a plein de choses, des jolis gadgets, des choses extrêmement chères et puis finalement des choses extrêmement abordables parce que c'est quand même de moins en moins cher de faire de la belle télé. Merci Cédric. Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine sur son Twitter, @Rodrigo, mais également dans On refait le Mac. Merci Cédric. Quant à Fred et Grégoire, vous revenez quand vous voulez. Merci Rodrigo. Merci Rodrigo, excuse-moi. Et quant à Fred et Grégoire, vous revenez quand vous voulez. C'est ici chez vous. Vous nous présentez vos dernières nouveautés en matière d'objets connectés. C'est toujours un plaisir. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, une émission exceptionnelle qu'on a déjà enregistrée avec un invité de choix. Il s'agit bien sûr de Pascal Cagny, l'ancien directeur général et vice-président d'Apple, qui va nous délivrer son expérience, son retour d'expérience, ses histoires, sa proximité avec Steve Jobs. C'est une belle émission, vous verrez. Soyez au rendez-vous. Qui nous donnera en exclusivité la date de la sortie de la télé d'Apple, c'est très important. On vous en dit pas plus. Soyez donc au rendez-vous, à la semaine prochaine. Bonsoir.